Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce vendredi 10 décembre. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous. Et tout d'abord, cette nouvelle d'importance. L'annulation, dans ce contexte sanitaire très perturbé, du traditionnel Festival du Cirque. Nous y reviendrons dès le début de votre journal et nous prendrons également des nouvelles de nos voisins italiens qui ont décidé, eux, d'instaurer un super pass sanitaire, un Green Pass, pour tenter de maîtriser au mieux les effets de cette 5e vague. Alban Micosi, le correspondant de France Télévisions en Italie, nous en dira plus dans un instant. Et après avoir détaillé la suite du programme des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier en 2022, nous recevrons la politiste Caroline Lejeune, venue débattre en principauté avec historiens et spécialistes à ses côtés à l'occasion des rencontres philosophiques de Monaco. Ils ont parlé de la situation de l'environnement, bien sûr, sur notre planète. Et une question en exergue, peut-on renouer avec la nature? Mais avant de s'arrêter sur cette réflexion nécessaire, cette annonce concernant la nomination comme chef de cabinet du prince souverain de Laurent Anselmi, qui était jusqu'alors conseiller, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Il succède à Georges Lysimachio, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Laurent Anselmi prendra ses toutes nouvelles fonctions à partir du 17 janvier, le temps de lui désigner un successeur au sein d'une nouvelle équipe gouvernementale et d'un cabinet renouvelé selon la volonté du prince Albert II. Et l'autre information de la soirée, elle concerne cet événement majeur dans la vie de la principauté. Frédéric Hélion, bonsoir, la nouvelle est tombée en fin d'après-midi. Bonsoir Christophe, pour la 2e année consécutive, le Festival international du cirque de Monte-Carlo est annulé. La 45e édition du festival ainsi que la 10e compétition pour les jeunes artistes de cirque New Generation sont donc reportées en janvier 2023. Une décision prise en accord avec le gouvernement au vu de la situation sanitaire actuelle. Le festival rassemble traditionnellement plus de 200 artistes venant de 20 pays différents avec un public très international. Et dans votre point info, l'Assemblée générale de l'ONU, Frédéric. Mardi, Florian Botto, 2e secrétaire à la mission permanente de Monaco, a réaffirmé à la tribune de l'ONU l'importance de l'océan en tant que pièce centrale du système climatique mondial. Il a également rappelé l'engagement de la principauté pour la préservation de la Méditerranée par le biais de l'accord Ramoge contre la pollution marine, le sanctuaire Pélagos pour la protection des cétacés ou encore les initiatives Medfund en faveur des aires marines protégées et BIMED contre la pollution plastique. Les sports avec du football et le dernier match de la phase de poule de Ligue Europa pour Monaco hier soir. Un match sans enjeu puisque l'ASM avait déjà validé son ticket pour les 8e de finale. Les joueurs de Niko Kovac finissent par un match nul, un but partout sur le terrain du Sturm Graz. Menés dès la 6e minute suite à un pénalty inscrit par Jancher, les Monégasques égalisent à la demi-heure par l'intermédiaire de Voland. Pour la première fois de son histoire, Monaco termine une phase de groupe d'une Coupe d'Europe en étant invaincu. On termine ce premier point info avec cette émission à découvrir sur votre chaîne préférée. En marge de l'attribution des Peace and Sport Awards, 2e épisode du magazine Grand Format présenté par Sébastien Borgna. Le thème, le sport et ses valeurs avec de nombreux invités en plateau. Joël Bouzou, le président de Peace and Sport, Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco, ou encore Marlène Arnois, médaillée olympique en taekwondo, ainsi qu'une surprise de taille. Rendez-vous demain, samedi, à 20h. Organisé par la Direction de la coopération internationale monégasque en partenariat avec la DENJS et le Haut Commissariat aux réfugiés, dans le cadre de la Journée des droits de l'homme, une journée de sensibilisation a été organisée au Collège FANB. Reportage Christine Datomel et Lionel Bernardi. Une journée de sensibilisation qui célèbre aussi l'anniversaire des 70 ans de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Pour cette occasion, les collégiens ont pu découvrir au sein de leur établissement scolaire de nombreux ateliers, des expositions, mais surtout, ils ont pu échanger et rencontrer des réfugiés pour mieux comprendre leur parcours de vie. Des moments chargés d'émotions lors de cette journée qui s'est articulée autour de 3 temps forts. Le premier temps, ce sont les témoignages de réfugiés, le matin, un repas irakien à la cantine à midi, ça je pense que ça va avoir beaucoup de succès, et puis des ateliers
alors de réalité virtuelle, d'origami, de chant gospel, là aussi animé par le HCR et par les réfugiés. Moi, j'ai fui mon pays quand j'ai commencé à recevoir des persécutions liées à mon orientation sexuelle. C'est là que j'ai su que j'étais en danger et j'ai tout de suite, avec le soutien de l'ambassade de France, je suis parti de mon pays pour la France où j'ai pu faire ma demande et j'ai été reconnu comme réfugié. Ils vont voir en fait des informations, que ce soit dans les médias, sur les réfugiés, la situation au niveau mondial, des guerres. Mais en fait, ce qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion, c'est de rencontrer des personnes qui sont réfugiées et que ces personnes expliquent pourquoi elles ont dû fuir leur pays, quel est leur parcours, quelle est leur vie maintenant. Ce que je vais apporter à ces jeunes, c'est à travers mon parcours de réfugié, c'est de leur montrer qu'il y a des personnes qui fuient leur pays parce qu'elles n'ont pas le choix, elles recherchent juste à vivre. Et étant donné qu'eux, ils sont l'avenir de demain, c'est eux qui vont changer le monde de demain. Il est important qu'ils connaissent déjà la problématique, qu'ils connaissent qui sont les réfugiés, qu'ils comprennent justement pourquoi les gens fuient, afin que ça les aide dans le futur à être des décideurs qui comprennent et qui prennent de bonnes décisions pour le bien de tous. J'ai vu de l'émotion aussi ce matin, parce qu'effectivement, ils entendent des témoignages de personnes. Ici, par exemple, ce sont des personnes qui ont été réfugiées quand elles étaient enfants, qui ont fui il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand elles avaient 7 ans, 10 ans. Et elles racontent ce que ça veut dire, en fait, d'être réfugié, d'être forcé de fuir quand on est enfant. Et donc, on sent effectivement en face les enfants qui sont attentifs, qui s'interrogent et qui posent beaucoup de questions. Une journée au collège FANB qui proposait de porter un nouveau regard sur les réfugiés, une journée qui a été préparée de longs mois à l'avance. L'ensemble des professeurs ont même suivi une formation pour adapter au mieux leur programme à cette problématique. Aujourd'hui en France, plus de 450 000 personnes bénéficient d'une protection internationale et tentent de reconstruire leur vie pour avoir un meilleur avenir. On reste dans le domaine de l'éducation et du savoir et du partage aussi. Depuis quelques temps maintenant, Christinda, les élèves de la Principauté sont de plus en plus formés au monde du numérique. Vous vous êtes rendu au collège Charles III pour suivre les professeurs et les enfants dans leur enseignement du jour. Le monde étant en pleine mutation et les emplois évoluant vite, il est donc essentiel pour Monaco, face à ce constat, de former les enfants à l'ère du numérique et leur apprendre les codes de la programmation. L'objectif, leur donner les clés pour gérer au mieux des notions complexes et incertaines, tout en étant disposés au changement pour leur offrir une longueur d'avance dans le parcours de leurs études et dans leur carrière future. Car en 2030, 85% des métiers n'existent pas encore. On a mis en place des bases solides, la programmation de 3 à 18 ans, l'équipement des collégiens et lycéens, la formation des professeurs, des élèves et des parents. On a des résultats. Les élèves cette année de primaire de Monaco ont été premiers au championnat européen de coding. Nous signons un partenariat avec code.org et on souhaite maintenant, fort de ces bases, aider nos élèves à développer des capacités numériques, faire une présentation sur PowerPoint, maîtriser de la donnée et gérer de la donnée avec Excel, etc., etc. Développer une approche créative des choses. Ils ont créé un escape game sur l'environnement. Ils font des cours d'histoire à base de Minecraft, donc ils programment pour créer des univers historiques, mais aussi à maîtriser les risques du numérique, le cyberharcèlement, le hacking. Ici, on a pris une situation, je ne sais pas si vous voyez, oui. Il y a 2 lumières ici qui sont allumées. En fait, on a récupéré l'image du site internet, si vous voulez. On l'a divisée en 25 cases pour que ça aille avec nos 25 lumières. Et donc ici, le parcours du petit personnage, on va le modéliser. Donc il faut qu'il programme ici le trajet qui va être fait. Il suffit d'être juste assez précis et concentré et ça va marcher. C'est pas si difficile et avec un peu de temps et une précision, ça marche bien. Les études sur le numérique éducatif ont fait ses preuves. La crise sanitaire et sa continuité pédagogique ont également accéléré la production d'une documentation via des outils technologiques efficaces. Alors, il y a un certain attrait, forcément, dès qu'on leur demande de sortir l'ordinateur, ils sont tout contents. On va dire que ça permet d'élargir un éventail de possibilités. Avant, si on utilisait par exemple le papier, l'enseignant choisissait les exemples à étudier, etc. Là, l'enseignant peut demander aux élèves de choisir l'exemple qu'ils veulent
On n'est pas limité par du papier. Là, si l'élève veut étudier au niveau du Japon, il étudie au niveau du Japon. Si l'élève veut étudier au niveau de l'Amérique latine, il peut l'étudier. Le chemin va être différent en fonction des élèves, mais la conclusion va être la même. Le collège Charles III et les différents établissements scolaires de la Principauté sont à ce jour dotés de plus en plus d'équipements numériques performants afin de générer une amélioration des performances académiques. Le reportage de Christine Datomel, Sylvain Péroumal et Clélia Renaud. L'actualité, c'est encore et toujours la crise sanitaire et comment affronter au mieux cette 5e vague. Chaque pays s'organise, à l'image ici de la Principauté bien sûr, qui surveille de très près les évolutions, notamment chez les pays voisins. L'Italie vient de prendre d'ailleurs une mesure spectaculaire dans ce long combat face à la pandémie. Pour évoquer ses dernières décisions propres au gouvernement transalpin, retrouvons sans plus tarder le correspondant de France Télévisions sur place, Alban Micosi. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Le correspondant de France Télévisions en Italie. L'Italie qui, depuis le 6 décembre, a adopté un passeport un peu particulier. On va l'appeler chez nous un super pass sanitaire. Désormais, terminer le test négatif, ça ne suffit plus. Le super green pass, c'est pour les gens qui sont vaccinés, 2 ou 3 doses, on en parlera tout à l'heure, ou alors les gens qui sont guéris récemment de la maladie et qui ont suffisamment d'anticorps pour ne pas être porteurs éventuellement de la maladie à nouveau. Tout pour se protéger évidemment et tout pour faire vacciner le plus grand nombre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit. On est presque confiné aujourd'hui si on n'a pas ce fameux Green Pass. Oui, vous avez raison. Quelqu'un qui ne pourrait pas présenter le Super Green Pass serait par exemple privé de musées, de cinéma, de théâtre, d'une sortie au stade, mais également dans les restaurants n'aurait pas accès à l'intérieur de la salle, parce que vous savez qu'en Italie, il y a une règle un petit peu différente de la règle en France par exemple. En Italie, pour accéder à l'intérieur du restaurant, il faut le Super Green Pass. Si vous n'avez pas le Super Green Pass, vous pouvez encore manger en terrasse, ce qui en cette saison est encore éventuellement possible dans une grande partie de l'Italie. Comme à Monaco, masque obligatoire partout, intérieur, extérieur ? Alors, masque obligatoire partout, effectivement, dans tous les lieux publics. Voilà pourquoi moi je suis à l'intérieur et je porte le masque. C'est aussi une décision du gouvernement. Et puis il y a toutes les mesures, vous savez, de distanciation sociale. Quel est l'objectif de toutes ces mesures ? Évidemment, d'empêcher autant que faire se peut la circulation du virus, qui a repris de manière très importante en Italie comme dans les pays voisins, mais aussi d'inciter les Italiens à se vacciner, sans rendre la vaccination obligatoire, mais vous sentez bien que ça y ressemble beaucoup. Oui. En Allemagne, on pousse tout le monde. En Autriche, a déjà fait. C'est radical, puisqu'on reste à la maison si on n'a pas le vaccin. Vous êtes à quel niveau de dose ? C'est à la 3e dose aussi en Italie ? Absolument. Alors en Italie, la 3e dose a été lancée en même temps d'ailleurs que dans les pays voisins. Elle est ouverte à toutes les personnes âgées de moins de 40 ans et puis aux personnes qui, vous savez, ont des pathologies qui justifient des prudences supplémentaires. Ces personnes-là sont prioritaires, mais je peux vous dire qu'effectivement, la campagne va relativement vite et même très vite. L'Italie est plutôt en avance par rapport aux pays voisins sur la vaccination. On estime aujourd'hui que 85,4% des Italiens de plus de 12 ans sont vaccinés au moins 2 doses et la 3e dose est en train d'avancer très vite. Et là aussi, ce sont les enfants qui sont le plus atteints en ce moment ? Oui, et effectivement, la circulation du virus dans les écoles inquiète. Voilà pourquoi un certain nombre de syndicats d'enseignants voudraient notamment que des mesures soient prises. Pour l'instant, en Italie, lorsqu'un enfant est malade dans une classe, est officiellement positif, on ferme toute la classe pour une durée de 10 jours. Et ensuite, on voit si la contagion a pris ou n'a pas pris. Dans la mesure du possible, le gouvernement de Mario Draghi essaie de continuer l'école en présentiel, d'éviter, vous savez, ce qu'on appelle en Italie la DAD, la didactique à distance, dont on a vu en Italie qu'elle posait des problèmes simplement parce que 16% des Italiens n'ont pas un accès correct à Internet, ce qui veut dire concrètement que 16% des élèves n'avaient pas la possibilité de suivre correctement les enseignants. Depuis le 6 décembre, ce super pass, donc chez vous, en Italie, Alban Micosi. On se souvient de vous, tout le monde se souvient sur Monaco Info de ces images incroyables de l'Italie. C'est le premier village en Europe, c'est les premiers villages dans le nord de l'Italie à fermer, comme le village de Codogno. C'était vraiment les premières sensations, premières émotions aussi de voir des villages barricadés. Est-ce que ça peut revenir aujourd'hui, 2 ans après ? Alors, comme ça a été non, parce qu'il y a 2 ans, on ne connaissait pas bien la maladie. Vous savez, quand le 25 février de l'an 2020, il y a eu ces premiers cas à Codogno, on s'est vraiment demandé ce qui se passait. Et au début, personne n'était protégé. Et la contagion a été vraiment de manière exponentielle à toucher toute la région, puis tout le nord de l'Italie, et puis finalement toute l'Europe. Aujourd'hui, on
connaît un certain nombre de choses sur le fonctionnement du Covid. On sait notamment que les mesures de distanciation sociale, de port du masque ont un intérêt. Donc les Italiens espèrent pouvoir continuer à maîtriser la situation. Pour l'instant, il n'y a pas d'hôpital qui soit enseveli sous les malades, contrairement à ce qui avait été le cas il y a 18 mois maintenant. Je pense notamment à la ville de Bergame, qui est probablement la ville qui a le plus souffert à ce moment-là de la première vague du Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, moralement, 2 ans après, est-ce que l'Italie se relève économiquement et justement psychiquement? Alors, l'Italie a plutôt des bons chiffres de croissance. Elle va arriver à 6,5% d'augmentation cette année, ce qui est un bon chiffre. Et elle a élu en Mario Draghi, Super Mario comme disent les Italiens, on va dire un gestionnaire capable de s'occuper des problèmes économiques majeurs. Elle a mis un petit peu en sourdine les querelles politiques, contrairement à ce qui se passe dans la France voisine. En Italie, finalement, il y a une espèce de consensus sur le fait qu'avant de se requereller à nouveau pour des raisons politiques, il vaut mieux essayer de résoudre la crise sanitaire. On va dire que la situation en Italie est actuellement plus calme que dans les pays voisins. Nous, en tant que Monégasques, en tant que Français, pays voisins, on a le droit de rentrer chez vous si on n'est pas vacciné ou il faut vraiment montrer patte blanche et ce fameux super pass sanitaire? Alors, théoriquement, si vous prenez l'avion, oui, vous devez présenter pour l'instant le Green Pass seulement, c'est-à-dire la garantie que vous avez soit été vacciné, soit effectivement vous pouvez encore présenter le test. Pour combien de temps? C'est pas encore très clair. Ce qui est certain, c'est que vous êtes très contrôlé dans les aéroports, un peu moins dans les gares et pas du tout sur les routes. C'est ce que critique une partie des autorités italiennes en disant qu'il faudrait également surveiller les routes et les autoroutes. Oui, mais vous savez comme moi, comme c'est compliqué, il y a beaucoup de routes qui vont en Italie, beaucoup d'autoroutes et il est impossible de mettre un policier à la frontière, sinon vous congestionnez, vous bloquez complètement la circulation entre les deux pays. Merci pour toutes ces précisions combien importantes pour nous en pays frontalier bien sûr. Merci Alban Micozzi d'avoir été avec nous, correspondant de France Télévisions. On se dit ci vediamo comme on dit chez vous, mais ci vediamo dopo. Voilà, pour d'autres choses on l'espère, hein, pour d'autres agapes, pour des joies de Noël aussi, de fêtes de fin d'année qu'on vous souhaite excellentes. Merci encore Alban Micozzi. À vous aussi. La dernière réunion préparatoire du comité exécutif Albert Ier 2022 a eu lieu ce vendredi à l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco, l'occasion de présenter le programme et les différents partenaires associés à l'événement. Vanessa Dessy. À l'aube de l'année de commémoration de la disparition du prince Albert Ier, la dernière réunion préparatoire du comité exécutif Albert Ier 2022 aura permis de présenter le programme qui s'annonce très riche. On va commencer par un colloque multidisciplinaire au mois de février qui aura un caractère plutôt académique et qui rappellera les différents aspects de la vie et de l'œuvre du prince Albert Ier. Et on continue avec une manifestation à l'Académie des sciences dont le prince Albert Ier était membre, avec une croisière au Svalbard, une croisière commémorative en partenariat avec la Fondation Albert II et l'Institut océanographique. Des expositions, une exposition à Monaco autour du peintre Louis Tiner, exposition à Oslo, exposition à Lisbonne également. Sans doute des manifestations aussi aux Açores. Vous savez que le prince Albert Ier a beaucoup fréquenté les Açores, qu'il a travaillé notamment sur la météorologie. Et ce programme sera élargi à l'ensemble des partenaires monégasques impliqués dans les projets du centenaire. Les partenaires sont très nombreux. Donc il y a des réalisateurs de films, documentaires audiovisuels en particulier. Nous allons l'évoquer, il y en aura 3. Et nous allons parler également nous parlons également avec la Fondation Albert II, bien sûr, avec l'Institut océanographique et avec également tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au prince Albert Ier et à son œuvre. Pour connaître le détail de toutes ces manifestations, vous pouvez consulter le site internet du comité de commémoration Albert Ier. Albert Ier, le prince savant, nul doute qu'il aurait apprécié le thème des rencontres philosophiques du moment à Monaco, centré sur la reconnexion avec la nature. L'environnement au cœur de ces échanges, toujours très passionnants, voire nécessaires. Notre deuxième grand invité ce soir, la politiste Caroline Lejeune. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous en Principauté de Monaco. Vous avez évidemment été l'une des grandes vedettes, une des personnes très attendues des rencontres philosophiques de Monaco, avec des orateurs qui étaient à vos côtés, des philosophes et des historiens, pour discuter de la nature. Et la question ici à Monaco était simple, peut-on renouer avec la nature? Ça tombe bien parce que la Principauté, vous le savez, est très attachée à l'environnement. C'est toujours un débat très important, cette nature. Comment
ou si on peut renouer avec la nature, ça soulève une question qui est de savoir comment on s'y en est arraché aussi et dans quelle mesure on peut réfléchir d'un point de vue social et politique à des modes de relation à la nature qui soient plus respectueuses et dans lesquelles les individus peuvent vivre de manière épanouie. Ça veut dire que le lien est brisé depuis longtemps et coupé depuis longtemps ? Le lien, d'un point de vue philosophique, on pourrait très bien dire que le rapport nature-culture, qui s'est basé sur une forme d'extériorité vis-à-vis de l'environnement, a eu pour conséquence de considérer la nature comme une ressource que l'on peut extraire et dont on peut faire usage de manière immodérée et illimitée. Ouais, exploité sans limite, souvent par l'humain et la technologie aussi. On voit que la possibilité de pouvoir penser une croissance illimitée dans une planète qui est limitée montre effectivement l'impossibilité de pouvoir poursuivre des activités productivistes qui exploitent la nature et les ressources sans penser finalement les conséquences sociales mais aussi environnementales. Et c'est vrai qu'avec la COP 26 à Glasgow, on voit un peu la difficulté aussi politique de pouvoir considérer l'importance de pouvoir s'engager vers une trajectoire plus en lien avec notre environnement et où notre attachement peut être le moteur de notre action. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche en premier pour renouer contact avec la nature? C'est quoi? C'est du respect, vous l'avez dit, c'est de retrouver une nature propre à l'homme aussi? Ah oui, c'est de pouvoir s'interroger, c'est-à-dire de ne pas se sentir extérieur, de ne pas considérer la nature comme un décor, ni de pouvoir envisager la nature comme un stock de ressources, mais pouvoir considérer les interdépendances entre les sociétés humaines et l'écosystème dans lequel ils se situent. Qu'est-ce qui nous ferait aller le plus vite possible finalement pour créer un lien? C'est quoi? C'est de préserver des endroits aujourd'hui, de les laisser dans leur décor naturel, de ne plus y toucher pendant un long laps de temps? Depuis notamment les grands parcs nationaux, est-ce que cela signifie de mettre la nature sous cloche? Je ne le pense pas. C'est peut-être s'interroger sur ce qui nous lie à elle. Et je pense à s'interroger localement et dans nos territoires la manière de pouvoir vivre en toute sobriété avec elle, de réduire à la fois nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de pouvoir vivre en harmonie avec les écosystèmes dans lesquels on se situe. Et vous êtes là, comme ici à Monaco, par exemple au Théâtre Princesse Grace, avec des historiens, des philosophes, pour avancer, pour donner des clés peut-être à nos politiques, pour essayer d'éclairer de temps en temps leur chemin pour arriver à cette nature vraie, ce retour à la vraie nature, et cette vie avec la nature pour nous l'homme. Oui, c'est vrai que moi, de mon point de vue, mes sujets de recherche, je travaille sur la justice environnementale. Et l'objectif, c'est de montrer que l'environnement, c'est aussi un enjeu social et politique. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, les personnes qui sont le moins dotées, qui sont en situation de précarité, qui sont en situation d'exclusion et qui cumulent inégalité sociale et inégalité politique, sont aussi celles qui sont le plus exposées à des problématiques environnementales, à des nuisances environnementales, à des pollutions environnementales, et en particulier les pays du Sud comme ceux du Nord. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure, en fait, ces populations qui vivent dans des situations en grande difficulté ont un rapport à l'environnement qui a un rapport de subsistance, qui a un rapport qui est lié à des choses qui sont essentielles, comme s'alimenter, comme se vêtir, comme pouvoir vivre. Et je pense que là où ce qui est intéressant quand on prend la question environnementale sous son enjeu social, c'est de pouvoir considérer que les politiques de l'environnement ou les politiques sociales de l'environnement sont des politiques de l'existence. Peut-on renouer avec la nature? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Quel est l'exemple le plus concret aujourd'hui qui fait qu'on va y arriver? On est positif ce soir. Je pense que c'est important de voir comment, au niveau des territoires, on voit émerger des coopératives de transition écologique qui ont vraiment pour objectif de pouvoir penser à l'échelle locale et à l'échelle des territoires la manière par laquelle la question environnementale modifie les activités économiques, l'accès à l'alimentation et l'accès à l'énergie. Merci Caroline Lejeune d'être venue nous rencontrer ce soir sur Monaco Info et d'apporter cette petite pierre à l'édifice, ce petit colibri quelque part, comme on le dit sous bien avec Pierre Rabhi qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, à l'occasion des rencontres philosophiques de Monaco. Merci à vous, bonne continuation. Merci. Et on vous retrouve, Frédéric Elion, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité à Monaco, avec l'ouverture ce matin de la braderie de Lucam. Alerte, bonnes affaires Christophe, après 2 ans d'absence, la braderie des commerçants et artisans de Monaco fait son retour au chapiteau de Fontvieille. Pour la 24e édition, une trentaine d'enseignes cassent les prix pendant 3 jours, de 10h à 19h30 jusqu'à dimanche. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux différents stands et une jauge de 500 personnes a également été fixée. Parlons à présent, Frédéric, de cette très belle initiative. C'est une tradition depuis des années. Le Kiwanis Club de Monaco organise en ce moment sa fameuse vente de petits pains de Noël en faveur des enfants défavorisés. Rendez-vous dans la galerie du centre commercial de Fontvieille pour soutenir les projets de l'association.
caritatif toujours, avec ce beau geste de l'association des enfants de Francky. La présidente de l'association Les Enfants de Francky, Madame Giraudy, s'est rendue à l'Institut médico-éducatif Mirasol, un établissement qui accueille et accompagne des enfants et adolescents déficients intellectuels. En partenariat avec la Fidinam International Charity Foundation, l'association Les Enfants de Francky a offert du matériel sensoriel pour les enfants de cet établissement à Mougins. La météo pour ces prochaines heures, Frédéric. Retour du soleil, Christophe, avec un samedi bien ensoleillé, quasiment aucun nuage dans le ciel et très peu de vent. Les températures seront en hausse par rapport à hier, avec 6 degrés le matin et 12 l'après-midi. Samedi 11 décembre, nous fêterons les Daniels. Les Daniels, à l'honneur donc demain. Et ce vendredi 10 décembre, le plaisir des enfants princiers de souffler leur bougie et de fêter ainsi leur anniversaire, leurs 7 ans, comme il se doit. Comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour, avec cette fois des photos signées Mickaël Alési, tout au long du chemin des crèches à Monaco-Ville. On se retrouve demain, 19h, pour une nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée.